En attendant de pouvoir aller prendre l'apéro et déjeuner, donc je vais essayer de résumer rapidement nos idées sur comment avancer de manière concrète, sachant que le niveau de maturité des enseignes, on l'a vu, extrêmement divers. Nous, on a certains clients qui sont à des années-lumière de pouvoir faire des choses comme ça parce qu'ils n'ont déjà pas d'informations du tout sur les clients et pas de système d'information qui permettent de faire des choses un tant soit peu élaborées. Puis on voit bien qu'on a d'autres enseignes qui ont déjà des années de pratique et testé beaucoup de choses. Donc évidemment, il n'y a pas un chemin unique pour tout le monde, ça va de soi, ça va mieux en le disant. La première chose quand même c'est que je trouve moi très intéressant dans tout ce qui est en train de se passer, c'est que ça nous oblige en réalité à avoir un niveau de compréhension, de finesse de la compréhension de vos clients et de ce qui va déclencher, de ce qui va marcher en termes d'activation, beaucoup, beaucoup plus grande que ce qu'on avait jusque-là. Jusque-là, honnêtement, le niveau de compréhension et de besoin de compréhension et de finesse de la compréhension qu'on avait des clients et des leviers efficaces était quand même assez modéré. De manière un peu simpliste, j'ai mis quelques exemples un peu pour rire. Si vous avez un client fidèle sur de l'achat régulier, typiquement sur la partie alimentaire, qui vient toutes les semaines, et que vous êtes une enseigne plutôt, on va dire, un peu crispée en défensif sur son cœur de clientèle pour le sanctuariser, plutôt qu'une enseigne conquérante qui va gagner beaucoup de parts de marché, bah, on voit bien, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes configurations. Et par exemple, vous allez alors sans doute faire du CRM ciblé à condition d'avoir le PIM qui va bien, c'est-à-dire les données produits qui vont bien. Et puis vous allez peut-être tester des scénarios d'abonnement. Si vous ne connaissez pas Casino Max, par exemple, regardez, c'est ce que fait Carrefour avec des systèmes d'abonnement, qui sont des modèles extrêmement coûteux en termes d'investissement, d'abandon de marge, ça coûte assez cher. Par contre, ça a une vraie efficacité sur le cœur de clientèle fidèle. Ça revient, il y a un peu un effet de cadeau aux clients, on va dire, c'est parce que finalement, vous refidélisez des clients plutôt déjà fidèles, donc ça coûte cher. Mais par contre, l'effet de sanctuarisation du cœur de clientèle fidèle est vraiment très très fort. Bon. Et par contre, si vous êtes complètement à l'opposé sur de l'achat, pas du tout du besoin, mais de l'achat d'envie, par exemple de l'achat impliquant de début de saison, typiquement, et que vous êtes sur un client qui est plutôt un client occasionnel, les bons leviers, et ça peut être dans la même enseigne, les bons leviers sont évidemment pas du tout les mêmes. Vous avez probablement pas d'informations sur ce client puisqu'il est occasionnel. Il vient pas souvent, donc vous pouvez pas trop attendre qu'il ce soit lui qui vienne vers vous et d'aller sur vos notamment sur le magasin ou sur la proximité immédiate. Bon, et puis donc peut-être que ce que vous allez faire, c'est puisque vous êtes sur un achat impliquant avec un certain intérêt client et notamment sur du saisonnier, on peut espérer que peut-être le client va faire la démarche lui-même d'avoir un parcours de recherche d'information et que donc peut-être qu'il faut projeter l'enseigne sur les endroits où le client va chercher l'information plutôt que d'attendre que le client soit contacté avec des moyens de contactabilité plus directs. Et puis si vous êtes en situation intermédiaire, je sais pas moi, sur du bricolage ou du textile typiquement, mais que le client habite loin du magasin, alors, le payback du prospectus, qui sur ce client-là, typiquement, serait peut-être vachement bien, bah, le papier sur une zone très éloignée géographiquement, on sait bien que le payback va quand même être vachement pas évident en toute boîte. Et donc, vous allez plutôt, ça c'est typique d'un scénario où le catalogue digital va par exemple être parfait. Voilà. Donc, tout ça pour dire, c'est évidemment pas des règles absolues, c'est pour illustrer le fait que quand on parlait de jazz marketing et de devoir combiner des outils, des types de stimulation, des leviers très différents, en fait, il faut raisonner en termes de segments d'activation. Souvent, on raisonne on fait comme si c'était le profil sociodémographique, le profil du client, qui était la bonne façon de segmenter la clientèle pour personnaliser. Bien sûr, c'est un peu vrai. Moi, je suis frappé du fait que souvent, on a beaucoup parlé de géographie. On a beaucoup dit aujourd'hui finalement que le premier niveau de personnalisation, c'était la finesse du ciblage géographique, puisque le commerce magasin, ça reste de la géographie d'abord finalement. Je pense aussi que souvent on raisonne en profil socio-démo alors qu'on devrait raisonner en scénario d'achat. Si je viens 2 fois à la FNAC, une fois parce que c'est ma pause déjeuner du midi et que je viens m'exposer à la nouveauté, serendipity nous dirait Olivier, ou que je viens acheter la dernière publication
allez, je vais me faire un peu mal. La dernière marque Lévy. Non, moi personnellement, je ne fais pas ça. Mais bon, il y a plein de clients qui le font. Si je viens pour avoir un achat prédécidé, vous voyez bien, c'est le même client, c'est le même magasin, c'est la même enseigne, c'est la même catégorie de produits peut-être. C'est pas du tout le même scénario d'achat. Et pour déterminer les leviers d'activation, les segments d'activation pertinents, souvent, on a au moins autant intérêt à parler de scénario d'achat qu'à parler de profil socio-démographique du client, etc., etc. Tout ça pour dire que pour être pertinent en jazz marketing, en stimulation digitalisée, ciblée, peut-être même un jour un peu personnalisée, il faut commencer par comprendre pour de vrai ses clients. Enfin, le deuxième chose qui me frappe quand je regarde la façon dont il faut travailler là-dedans, c'est un truc qui peut paraître très contre-intuitif. En tout cas, moi, j'ai mis un peu de mal à m'habituer à l'idée. D'abord, on ne sait pas ce qui marche, donc il faut essayer. Ça, on est tous d'accord. On est en bas de l'escalier, donc on apprend en marchant, on essaye, on change, etc. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois être volontariste, notamment dans les réallocations de budget, puis en même temps, il faut être flexible. Et puis on se trompe, et puis on essaie quelque chose, et puis on revient en arrière, puis on fait différemment. Et c'est pas grave, ça marche comme ça. Le problème, c'est que pour pouvoir faire ça de manière efficace, performante, rentable et un peu massive, on a besoin de changer, comme on disait tout à l'heure, les outils, les datas, les organisations, etc., etc., etc. Et ça, c'est des choses structurelles, lourdes potentiellement. C'est du CAPEX, c'est des façons de travailler, c'est des équipes, c'est des compétences. Et donc, on ne peut pas non plus attendre d'être complètement au clair sur ce qu'on veut faire avant de se lancer dans les investissements. Ça ne marche pas. Si vous attendez d'être clair sur vos use cases avant d'investir dans la technologie, ben vous n'êtes pas rendu parce que vous ne serez jamais clair sur les use cases tant que vous n'aurez pas la technologie pour tester et apprendre en marchant. Enfin, il y a une histoire de poule et d'œuf là. Les sociobiologistes disent de l'œuf que c'est la meilleure façon que la poule a trouvé pour se reproduire. Mais ils disent aussi l'inverse. Ils disent que la poule est la meilleure façon que l'œuf a trouvé pour se reproduire. Vous voulez regarder la sociologie, c'est un truc très marrant. Bref, tout ça pour dire que entre l'usage et l'outil, en l'occurrence, on est obligé de dire, et ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie de dire ça, que dans une certaine mesure, il faut se doter des outils avant de savoir ce qu'on va en faire. Et ça fait bizarre de dire ça, d'autant que sur la data, on a quand même tous en tête des tas d'enseignes qui ont dépensé énormément d'argent à collecter, à construire des outils, à acheter des tas de trucs à des prestataires convaincants, des SS2I et des vendeurs de techno qui les ont convaincus de mettre beaucoup d'argent sans savoir très bien ce qu'on allait faire de la donnée, d'ailleurs en faisant souvent pas grand-chose. Donc bien sûr que c'est vrai aussi. Et en même temps, encore une fois, si vous attendez que les use cases soient clairs pour acheter les outils et les technos et investir dans les technos, bah vous avancez pas. Et donc, au final, il me semble, moi, qu'il y a 7 grands chantiers. Ça fait du boulot. Hein. Aucun n'est simple et aucun n'est complètement maîtrisé dans la quasi-totalité, voire la totalité des enseignes avec lesquelles on travaille. La première chose, je le disais, c'est d'être très clair, d'être des experts S-clients et S-activation des clients. Donc, c'est d'être très au clair sur vos segments d'activation, de savoir qu'est-ce qui marche pour vous. Peut-être que le socio-démo marche chez vous, hein, mieux que les scénarios. Y a pas, encore une fois, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de vérité. C'est vraiment quelque chose qui doit être complètement spécifique au secteur, au moment, à l'enseigne, au type de magasin, etc., etc. La deuxième chose, c'est évidemment de constituer votre socle de data. Alors, d'en collecter plein, certes, de les nettoyer. Nous, on a une practice data à Diamart, comme toutes les boîtes de conseil maintenant. Et au début, quand j'ai créé notre activité data, je pensais que le marché allait nous acheter et que notre valeur ajoutée serait sur des trucs très... la guerre des étoiles, la modélisation hyper sophistiquée avec du machine learning et des trucs comme ça. Dire, la réalité, la grosse masse de la réalité de ce qu'on fait pour nos clients, c'est de rendre leur data actionnable, déjà en commençant par la nettoyer, et puis en l'enrichissant un petit peu. Par exemple, combien d'entre vous ont investi pour avoir des RCU et des bases clients relativement propres et qualifiées, mais vous n'êtes pas capable de la rapprocher de manière intelligente des caractéristiques des produits. C'est-à-dire que vous avez des PIM, des bases produits, dans lesquelles il n'y a pas d'information qui vous permet de donner de l'intelligence aux analyses que vous faites. C'est-à-dire que quand vous faites des analyses sur les bases tickets, je sais pas moi, en alimentaire, vous rêvez tous de dire aux clients
je vais faire de la stimulation, mais qui est du coaching alimentaire à la limite. Et je vais te dire, je vais t'aider en tout cas à avoir une alimentation saine, équilibrée, etc., adaptée à tes goûts, avec une vraie capacité de suggestion intelligente sur du produit. Bien sûr que toutes les enseignes alimentaires rêvent de ça. Ah bah, et donc, pour faire ça, il en faut de l'information intelligente sur chacune des références du catalogue produit pour être capable de faire ça. Et à ma connaissance, le nombre d'enseignes en France qui ont le PIM enrichi pour faire d'un début de vraie personnalisation ou de vrai accompagnement à la consommation, j'aimerais bien penser qu'il y en a plus que ce qui tient sur les doigts d'une main. La contactabilité, je ne reviens pas dessus, on en a parlé. Moi, j'ai plein de clients qui ont des bases feed dans lesquelles il y a de moins de 30% de vraie contactabilité des clients. Il y en a plein. Ah, c'est un peu dommage. Alors, on pédale pour essayer de rattraper, mais ça prend du temps. On sait bien que tous ces médias digitaux, tout ce jazz marketing, si vous n'avez pas déjà une forte présence, une prégnance digitale forte, bah, ça a beaucoup moins d'impact. C'est dur d'être bon en marketing digital si on n'est pas bon en digital. C'est bébête, hein, mais c'est important. Il y a tout le volet, je ne reviens pas dessus, méthode, organisation, outils, etc. Et là, encore une fois, comment il faut organiser les workflows, les relations entre le marketing, les achats, les produits, les magasins, qu'est-ce qui marche pas. Enfin, on apprend en marchant, mais c'est potentiellement un très très gros chantier. C'est toujours fascinant pour nous de voir, quand on commence à travailler avec une enseigne, la part de la bande passante, du temps de cerveau disponible, de l'énergie, du temps des équipes en centrale qui est consommée par la promo et par la production des plans promo. C'est un truc fascinant. On pourrait penser que vos métiers en centrale, c'est d'avoir des réflexions extrêmement profondes et subtiles sur quelle offre, quel produit, quel assortiment va satisfaire le mieux le consommateur et rencontrer au mieux son besoin. Alors bien sûr, vous le faites, mais la part d'énergie qui est capturée par la problématique, par les plans promo en centrale est un truc absolument fascinant. Si demain vous avez besoin pour aller faire du jazz marketing de produire encore beaucoup plus et beaucoup plus massivement, il y a intérêt à ce que la productivité et l'efficience des méthodes de travail soient encore radicalement améliorées par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. En partie, y compris dans la relation avec le local. J'en ai parlé ce matin un peu dans mon introduction. Je crois absolument que cette bascule-là est aussi l'opportunité de redonner, d'accompagner un mouvement qu'on veut faire de toute façon, en fait, qui est de redonner de la flexibilité, de l'agilité, de la géométrie variable dans l'ancrage local et l'adaptation locale des magasins. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, aider les magasins à être maîtrisants et à l'aise et fluents avec ces outils digitaux qui sont plus complexes. Discuter de quelle est la zone géographique où je distribue mon pros, où est-ce que je fais l'OP ou je ne fais pas l'OP. Je ne dis pas que c'est toujours facile de prendre la bonne décision, mais la question est simple à comprendre. Optimiser le plan d'activation sur les différents segments d'activation en local avec des outils multiples et digitaux avec moins de matérialité, waouh, waouh. Peut-être vous avez en tête, je sais pas, j'avais un exemple en tête marrant d'une enseigne fameuse qui avait essayé de déployer un magnifique outil de gestion de campagne pour les adhérents. C'était un réseau d'indépendants dans les magasins. Et qui, 3 mois après le lancement de l'outil, c'est un truc qui était tellement compliqué, qu'il y avait, je crois, 37 d'utilisation 3 mois après le lancement. Enfin, c'était pas chez Leclerc. Voilà, la taille des magasins chez Leclerc rend plus facile l'appropriation par les adhérents parce qu'on a la capacité à se payer quand même un peu des équipes et des gens pour faire ça au niveau des points de vente. Évidemment, quand on est sur des équipes magasins plus réduites et des points de vente plus petits, c'est encore plus compliqué, évidemment, de redonner la main au magasin. Et pourtant, je vous le disais tout à l'heure, même des enseignes à culture très centralisée qui gèrent plutôt des petits magasins sont clairement dans cette dynamique d'essayer d'utiliser cette bascule pour en parallèle redonner en partie la main au local. Et puis enfin, il y a le sujet qui, dans certains métiers, est clé, en particulier dans l'alimentaire, mais pas seulement. C'est vrai aussi, par exemple, dans la parfumerie. Dans la parfumerie, les plans d'activation, qui ne sont pas du prospectus, mais qui sont des plans d'activation très intensifs, sont complètement guidés et déterminés par l'argent qui coule le long des murs et qui vient des marques de parfumerie et de cosmétos. Et puis, en fait, en réalité, il n'y en a pas 7, il y en a 8, puisqu'il y a quand même le chantier chapeau de tout ça, n'oublions pas quand même, qui est que
plus vous aurez, Olivier le disait bien tout à l'heure, peut-être de manière un peu taquine, plus vous avez une enseigne qui est aussi une marque et avec une promesse, une singularité de la promesse et une attractivité naturelle, si je puis dire, hors fabrication du trafic qui est forte, et plus évidemment c'est facile de gérer cette bascule, de l'accompagner, de l'optimiser. Et donc la priorité des priorités, c'est certes de diffuser de manière plus efficace, plus rentable, mieux ciblée les messages promos que vous avez envie de pousser. La priorité des priorités, c'est d'avoir moins besoin de promos pour fabriquer le trafic. Voilà, comme quoi je vous avais dit, il y a un peu de quoi s'occuper. Mais c'est en chemin. On est encore beaucoup en bas de l'escalier, hein, quand même, dans beaucoup d'enseignes. Là, les gens qui ont témoigné, forcément, les gens qui viennent témoigner sont plutôt celles qui ont une maturité un peu plus avancée, parce que c'est ceux qui ont des choses à raconter. Euh, dans le non alimentaire en particulier, dans les enseignes moyennes ou les enseignes qui sont un peu moins emblématiques qu'un Kingfisher, on est souvent sur des maturités d'enseigne et des équipements d'enseigne en termes de systèmes d'info, de data, de contactabilité qui sont assez bas. Ils sont encore plus en bas de l'escalier. Mais tu le disais, Olivier, c'est l'année 0, voire l'année 1, ou peut-être même l'année 2 pour certains. Et en tout cas, il est vraiment temps d'y aller, quoi.